Bienvenue à l'épisode 100 du Balado Conscient, le dernier épisode de la saison 3, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a pour thème l'écoute radicale. Je vous invite à deviner ce qu'est cet espace. Il y a quelques indices sonores. C'est clairement un espace intérieur. Et pourtant, il y a un vent assez creux avec une texture profonde et riche. Vous pouvez entendre le doux craquement du bois. Le claquement occasionnel d'une corde. Un écureuil. Ce paysage sonore a été enregistré le 19 janvier 2022, dans une grange, sur une ferme qui appartenait au compositeur R. Murray Schafer, et qui est maintenant la maison de son épouse, la chanteuse Eleanor James. La ferme est située près d'Indian River, en Ontario, à environ 20 km à l'est de Peterborough, qui est le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Mississauga, adjacent au territoire Haudenosaunee et dans le territoire couvert par le traité Williams. Je me suis rendu à cette ferme pour enregistrer des paysages sonores d'hiver pour cet épisode, Journal d'hiver revisité. Une composition de paysages sonores dédiée à la mémoire du compositeur, écrivain, éducateur musical et environnementaliste R. Murray Schafer. Lors de ma visite à la ferme, j'ai eu une conversation avec Eleanor James au sujet de Murray et de sa relation avec l'hiver. En voici un extrait. Veuillez noter que vous trouverez une traduction de tous les échanges en anglais dans les notes de l'épisode. I'm with Eleanor James, and I just spent some time in your barn. Thank you so much. You're welcome. I recorded a bunch of sounds, and I went into the forest, and I captured sounds of wind, and some of the things that Murray and I did when we did the Winter Diary, which is to do these kind of yelling out and to sort of enliven the space and get a feeling of it. Hey! So many things that you could talk about Murray, but any thoughts that you have, his thoughts about soundscapes, of course, but also around recording and winter sounds. Did anything come to mind? Well, there's a couple of things come to mind which are in his creative output, and one of them is Music in the Cold. It's a lovely little manifesto done in an artistic sort of style about how it's better to be in the north than in the south, and that music in the cold is tougher and hardier and more austere, and so he goes into a diatribe about that kind of thing.
And he really is a northern personality, so you have to forgive him for going on a rant about it. But of course, it was an artistic creation, so it was intended to be hyperbolic. And I think it's quite delightful. It's got a midnight blue cover and then the title, Music in the Cold. Speaking of which, he has written a wonderful string quartet called Winter Birds, which the Molinari Quartet of Montreal have recorded. And he wrote it, and his own voice occurs right in the very last movement of it, and he describes the winter of 2005, looking out his studio window at the birds feeding at the feeders. We used to fill the feeders with seeds, and we'd have all kinds of little birds coming and fluttering and going and making little soft sounds. And so in the string quartet, he describes a whole event of birds just fluttering and coming and going, and the total silence surrounding them, not only acoustically but visually as well. Nothing but the snow, just like it is today. Snow heaped everywhere, and just these little birds making tiny fluttering sounds with their wings. And then there's the piece that he wrote for choir called Snowforms, which is actually quite popular. And he wrote it as a graphic score, and it's written on a sort of pale turquoise green paper. And the choir reads the shapes of snow. And again, those shapes were something that he observed looking out his studio window and drew graphically, and then composed it so that pitches were associated with these tones. And it's just a marvelous, marvelous description of winter. And so for Murray, all of the soundscape work that he was so interested in just fed into his artistic abilities and his artistic gifts as a composer. De retour à Ottawa, j'ai relu le livre Music in the Cold de Murray, qu'il a écrit en 1977, quand j'avais 17 ans. Il est intéressant de se pencher sur cette œuvre de réflexion et de provocation artistique. J'ai été touché en particulier par les 11 dernières lignes du livre. Les jeunes arbres commencent à germer à nouveau dans la terre humide. En dessous, on peut entendre les animaux creuser leur terrier. Bientôt, la grive reviendra. L'ancienne technologie des déchets a disparu. Que reste-t-il alors? Les anciennes vertus, l'harmonie, l'âme universelle, le travail. Je vivrai super sensibilisé, les antennes d'une nouvelle race. Je vais créer une nouvelle mythologie. Cela prendra du temps. Cela prendra du temps. Il y aura du temps. Je me souviens, au mois d'août 1985, le regretté compositeur Robert Rosen, Murray et moi avons produit une série de programmes radiophoniques écologiques qui devaient être présentés à Spray Lakes, près de Canmore, en Alberta. Murray était à Banff pour présenter sa pièce de théâtre musicale Princess of the Stars. Nous avons chacun écrit un morceau de musique pour cet espace. Le mien était pour clarinette basse et trombone et s'intitulait Eclogue for an Alpine Meadow. C'est moi
que vous entendez à la clarinette basse. Murray a été un mentor pour Robert et moi sur ce projet, partageant sa vaste expérience dans l'écriture de musique pour et avec un environnement naturel. La musique de Murray, et en particulier ses recherches en écologie sonore, ont eu une profonde influence sur de nombreux compositeurs, éducateurs, chercheurs et artistes sonores du monde entier, dont moi-même. Entre autres choses, Murray m'a appris à écouter profondément, à la fois avec mes oreilles et avec un microphone. Je me souviens d'avoir eu de longues conversations avec Murray sur l'écoute, la radio, l'écologie sonore, l'enregistrement sur le terrain, la technologie, y compris comment gagner sa vie en tant que compositeur. Voici un court extrait d'une conversation que j'ai eue avec lui en juillet 1990 dans un restaurant de Peterborough. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de l'enregistrement, mais je pense que vous apprécierez d'écouter Murray parler de l'art de l'écoute. And then you probe, by asking sort of further questions. Was it inside? Was it outside? Was it, are there a lot of people assembled there? Is there nobody there? I mean, is this in Canada, or is it outside of Canada? Is it in Europe? I mean, you heard a train. Was it a Canadian train whistle? European train whistle? You heard a language. What language was it? You heard, any of these, cues that you might have heard that would help you to identify where you were, and then tell them afterwards, of course, where the actual recording was made. But force them to sort of really use their ears to try and, did you hear any birds? Did you hear any of this? Did you hear any sounds that would help you to localize it? Well, I'm just saying that's one sort of type of exercise which I think, someday somebody should put together a package, an educational package. I just feel that one has to constantly go back to nature and listen again, look again, learn again. It's as simple as that. Anytime you get too far out of touch with it, you're probably going to be in trouble if you don't know how to go back and look at a butterfly, because you're so spellbound by, strobe lights or something. I think you're in trouble, and which is not to say that you can't go back and look at it and reanalyze it and change. It'll change things, and then you go back to your old environment and see things differently. In nature, what you're so conscious of is the cycle of life and death, and how the interchange, that almost sine wave of life and death, but also of silence and activity, and that there are certain times when certain creatures are quiet and certain other times when they speak, and there's a give and take in the natural soundscape that sometimes it's hard to find those rhythms in a modern urban soundscape where everybody's so aggressively trying to catch the attention of everyone else, and creates tensions that don't exist. And they lose touch with the balance of their lives. Yeah. Murray est décédé le 14 août 2021, à l'âge de 88 ans, dans sa ferme. Peu de temps après son décès, j'ai eu l'honneur d'être invité à écrire un article commémoratif sur mon expérience personnelle avec Murray. Cette demande est venue d'Eric Leonardson, président du Forum mondial pour l'écologie sonore, une organisation que Murray a aidé à fonder en 1993 au Banff Center et qui continue son bon travail à ce jour. Kirk McKenzie et Robin Elliott de l'Université de Toronto m'ont également demandé d'écrire une pièce commémorative sur Murray pour une série de mémoriaux
qu'il produise sur Murray et son héritage. J'ai décidé de produire une composition de paysages sonores au lieu d'écrire un article pour cette pièce commémorative. Voici l'histoire. En 1996, Murray a reçu une commande du département Akustische Kunst de la radio ouest-allemande, la WDR en Allemagne, produit par Klaus Schöning, pour enregistrer une émission de radio sur les paysages sonores d'hiver de la campagne manitobaine, intitulée Winter Diary. Murray avait déjà produit de nombreuses pièces radiophoniques pour la CBC et la WDR, mais il avait besoin d'un coup de main pour cette production à grande échelle. Il m'a donc engagé comme enregistreur, monteur et mixeur, mais aussi comme chauffeur et éclaireur. J'avais 37 ans à l'époque et j'étais sur le point de me marier avec la cinéaste Sabrina Matthews et de fonder une famille à Montréal, ce que nous avons fait. Mais à l'époque, j'avais encore le temps et l'énergie de faire un voyage de 10 jours et de passer des semaines à faire le montage avec Murray afin d'arriver au produit final. Nous avons certainement eu beaucoup de plaisir à faire ce voyage ensemble. Hey. Hey, that was fun. Journal d'hiver a remporté le prix Karl Zuka pour l'art radiophonique en 1998. J'ai été profondément ému par la déclaration du jury qui, à mon avis, saisit l'esprit de la composition de Murray et l'essence de notre collaboration à sa production. C'est avec une grande autonomie et imperturbabilité que Schaeffer dessine le spectre sonore d'un hiver canadien dans son image sonore. De la séquence calme d'événements sonores concis émerge un paysage sonore, presque spatial dans sa présence. Jusqu'à l'absence de bruit, jusqu'au silence, tout ce qui est audible est là de manière concrète et non arbitraire. C'est une œuvre qui invite ses auditeurs à une écoute patiente et sans hâte, qui insiste sur la richesse des nuances de la perception sonore et qui prend position contre le refus du son et l'hyperactivité de la mise en scène. Alors que j'effectuais des recherches pour cette pièce, j'ai trouvé dans mes archives la première ébauche d'un essai inédit de 13 pages que Murray a écrit à partir de sa ferme le 15 février 1997, à propos de la création de Journal d'hiver. J'étais très excité. C'est un texte brillant sur nos aventures au Manitoba, mais l'essai comprend également des réflexions sur plusieurs autres sujets, dont l'écoute, l'histoire de l'art, la philosophie, les rêves, la littérature et l'utilisation du microphone. J'ai donc décidé de créer une composition autour de son essai, une sorte d'illustration sonore et une interprétation de ses mots. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire sur les microphones. Murray avait une relation d'amour et de haine avec le microphone. Voici un autre extrait de ma conversation au restaurant en juillet 1990 avec Murray, où il nous explique la notion d'écoute distante, un élément clé dans son esthétique. If the microphone replaces your ear, there's something wrong. And yet you see in an awful lot of our listening, that the microphone has replaced the ear.
the mere fact that, for instance, we demand presence on all recorded sounds, and they're all close mic'd, is a recognition of the fact that the microphone, which is an instrument for getting close-ups, is respected more than our own sort of hearing experience. The fact that we can no longer listen at a distance. Now, if you're going to get involved really with ecology and the environment, you're going to have to rediscover how to listen at a distance, because an awful lot of the sounds you're talking about are distant. Si vous voulez vraiment vous impliquer dans l'écologie et l'environnement, vous devez redécouvrir comment écouter à distance, car une grande partie des sons dont nous parlons sont distants. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai utilisé aucun des enregistrements de terrain de notre voyage en 1997 dans ma composition, en dehors de ces quelques moments de rire. Au lieu, j'ai décidé d'enregistrer du nouveau matériel pendant l'hiver de 2022, quelques 25 ans plus tard. Non pas au Manitoba, mais autour de mon lieu de résidence en Ontario et au Québec. D'où l'idée de revisiter le journal d'hiver. Cependant, j'ai utilisé quelques enregistrements de terrain provenant de mes archives, ainsi que des extraits de certaines de mes précédentes compositions de paysages sonores. Tous ces éléments sont mentionnés dans le scénario de l'épisode. Alors, la plupart des enregistrements sonores que vous allez entendre sont naturels, mais certains ont été transformés à l'aide d'outils tels GRM Tools et des spatialisateurs. L'exploration de l'espace liminal entre la réalité et la fantaisie m'intéresse beaucoup. Pendant que j'enregistrais ces paysages sonores hivernaux, je n'arrêtais pas de penser à ce que le jury du prix Karl Zuka a dit sur le caractère sans bruit du silence. J'ai également réfléchi à l'idée d'amener l'auditeur à une écoute patiente et sans hâte. J'ai essayé d'explorer l'idée d'une écoute patiente et sans hâte, ainsi que la notion d'écoute radicale. Avant de commencer, je tiens à vous informer que certains enregistrements sont très silencieux, à la limite de ce que vous pouvez entendre sur des haut-parleurs ou des écouteurs. Ne vous inquiétez donc pas si vous entendez de longs silences ou si vous ne pouvez pas distinguer certains détails, surtout si vous êtes en voiture ou dans un environnement plus bruyant. Vous pouvez toujours réécouter Journal d'hiver revisité en haute résolution sur le site web du Balado Conscient. Je suis extrêmement reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée d'honorer la mémoire de R. Murray Schafer. Et j'espère que vous allez aimer cette illustration sonore de son essai Journal d'hiver. Claude Schreier est passé aujourd'hui pour planifier l'émission de radio Journal d'hiver pour la radio ouest allemande. Après le dîner, nous avons fait le quart de mille jusqu'à la route.
il y avait une poudreuse de neige légère, rendant le paysage lumineux sous les étoiles. J'ai ouvert et fermé la porte de la clôture pendant que Claude l'enregistrait. Puis je suis allé vers la boîte aux lettres en fer blanc et j'ai fait claquer le couvercle. Ces deux sons sont caractéristiques de la vie rurale au Canada. Le claquement a fait aboyer le chien du voisin. Puis, plus loin, d'autres chiens ont commencé à aboyer. Les chiens étaient les premiers systèmes d'alarme dans les campagnes, et le sont toujours, malgré la technologie électronique. Il peut y avoir un voleur ou un loup dans la nature. Le message est télégraphié de ferme en ferme, et derrière chaque porte sombre, un fermier arme son fusil. Les chiens sont redevenus silencieux alors que nous rentrions à pied. En entrant dans la maison chaude, avec un feu brûlant dans la grille, je me suis soudain rendu compte que nous avions déjà découvert un précieux leitmotiv pour notre programme. Le contraste entre des pièces chaudes et peuplées et les vastes espaces froids qui les entourent pendant l'hiver canadien. Il existe un tableau de Cornelius Krieghoff, 1815-1872, intitulé Merrymaking, qui illustre le drame entre intérieur et extérieur. Une fête à l'auberge Jolifou se termine et les fêtards se répandent afin de partir dans l'aube froide et neigeuse. Ça va, ça va. Passe-toi, là! Le drame de la scène est dépeint dans le style de Bruegel. Mais le contraste entre l'intérieur chaud
et l'extérieur froid est typiquement canadien. Le même thème revient chez nos meilleurs romanciers, par exemple dans Over Prairie Trails, 1922, de Frederick Philip Grove, ou dans As for Me and My House, 1941, de Sinclair Ross. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur crée le drame entre la société et le moi. Marshall McLuhan l'a résumé de façon épigrammatique en disant que les Canadiens sortent pour être seuls et rentrent pour être en compagnie, alors qu'ailleurs, les gens sortent pour être en compagnie et rentrent pour être seuls. And if you're really lucky to be at a cottage in the winter, in the morning, and there's like almost no sound, and then you'll hear like a branch cracking or something. La chanière est la porte. Un son caractéristique de la campagne canadienne est le claquement d'une porte moustiquaire. Je le connais depuis mon enfance. Bien sûr, elle est destinée à empêcher les insectes d'entrer dans la maison en été, mais par paresse, la porte moustiquaire est souvent laissée ouverte en hiver aussi, comme la mienne. La porte est munie d'un ressort hélicoïdal qui lui permet de se fermer rapidement. Habituellement, il y a un autre dispositif sur le côté avec un ressort en épingle à cheveux pour la fermer complètement. S'il n'est pas huilé, il grince. L'ensemble de l'événement sonore est en fait assez complexe. Il se compose d'abord d'un sifflement lorsque la porte s'ouvre, puis d'un claquement lorsqu'elle se referme, suivi d'un claquement résiduel lorsque le second ressort est libéré pour la maintenir fermée. Le sujet des portes pourrait occuper une ou deux thèses de doctorat. Chaque continent et chaque climat possède son propre vocabulaire et sa propre rhétorique des portes. Aussi différents que les langues des personnes qui les ouvrent et les ferment. Chaque Canadien connaît le sifflet de train canadien à 3 sons, sans le savoir. Accordé sur une triade de mi bémol mineur avec une fondamentale à 311 Hz, c'est la marque sonore la plus autoritaire du pays. Curieusement analogue à la cloche jaune ou Huang Chong, qui a établi l'accord de toute la musique au beau jour de la Chine ancienne. La légende raconte que lorsque l'accord de la cloche jaune était abandonné, l'Empire tombait en ruine. C'est ce qui se passe ici, car aujourd'hui, de plus en plus de sifflets de train sont désaccordés, et avec la construction de viaducs et de tunnels, les citadins les entendent rarement.
Les chemins de fer canadiens sont tous orientés est-ouest. Lorsque l'autorité du chemin de fer disparaît, l'axe est-ouest cède la place à un biais sud-nord, c'est-à-dire à l'invasion américaine. Finalement, au loin, nous entendons le sifflet L14, le signal d'un passage à niveau, long, long, court, long. Qui, incidemment, est aussi le rythme de la première phrase de l'hymne national canadien. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier, et un brouillard épais recouvre la neige de sorte que l'horizon sonore dépasse l'horizon visuel. Frederick Philip Grove parle de s'être perdu dans le brouillard dans Over Prairie Trails. Il a alors dû se fier à l'instinct de ses chevaux. J'étais devenu tout ouïe. Même si mon buggy était silencieux et que la route était recouverte d'une fine pellicule de boue argileuse, je pouvais entendre distinctement, par le bruit sourd des sabots des chevaux sur le sol, qu'ils roulaient sur une pente. Cela a confirmé mon orientation. J'étais maintenant proche du groupe de 3 fermes. J'ai de nouveau écouté attentivement le bruit des chevaux. Oui, il y avait de nouveau ce bruit sourd de sabots. J'étais sur la dernière pente qui menait à la route de pêche à la ligne à travers le coin du Marais. Que seraient les prairies sans le vent? C'est le son principal ici. Celui par rapport auquel tout le reste est enregistré. Mais pour l'enregistrer, impossible. Le microphone n'a pas encore été inventé pour enregistrer efficacement les sons les plus élémentaires de la nature. Le vent, la pluie, le feu. L'erreur de l'enregistrement de l'environnement est d'essayer de rassembler un énorme éventail d'événements, lointains et proches,
dans toutes les directions en un seul point. Le paysage sonore n'est pas stéréophonique. Il est sphérique. La préoccupation stéréophonique dans l'enregistrement résulte de la stéréoscopie, plutôt que d'une réelle compréhension de l'expérience d'écoute, dans laquelle on est toujours au centre. On aimerait que le microphone observe le même respect du sol figuré que nos oreilles, en élevant les sons que nous souhaitons recevoir et en supprimant ceux que nous ne souhaitons pas. Mais bien sûr, le microphone n'est pas une oreille, et tout est enregistré uniquement en fonction de son amplitude. Pourrait-on imaginer un microphone du futur doté d'un circuit de discrimination qui nous permettrait de reproduire le paysage sonore souhaité plutôt que le réel? Ou s'agit-il simplement d'une autre forme de sophisme pathétique que seul l'enregistreur romantique pourrait espérer? And here's an example of a sound that is so delicate that the microphone picks it up better than the human ear. La valeur du microphone est qu'il présente simplement ce qui est là. Le magnétophone met un cadre autour de ce qui est là et nous étonne souvent avec les éléments sonores que nos oreilles réelles ont manqué. Claude confesse son excitation pour l'enregistrement. Il est presque comme un pilote de chasse à la recherche de l'ennemi, de l'objet sonore insaisissable. Il effectue ses différents plongeons sur le matériau que nous avons ciblé pour une prise, en espérant que l'événement souhaité se produira au bon moment, en se demandant s'il faut le traquer silencieusement ou l'inciter, ou l'oublier et chercher une autre campagne. Tant de choses peuvent mal tourner, dit-il avec enthousiasme. Je suis d'accord avec lui. When Murray and I recorded Winter Diary in 1997, we recorded a lot of different winter sounds, but not cross-country skiing. And it is a typical sound of winter in Canada, and a very rich one. You can hear me skiing now, as well as people skiing beside me. Les personnes qui vivent au bord de la mer savent que la couleur de l'eau change constamment. Mais il faut vivre avec un long hiver pour connaître les changements perpétuels du son, ainsi que de la couleur de la neige. And skiing sounds have a number of different elements. There's the push and the pull of the ski, and the poles that hit into the snow, and of course the breath of the skier. And sometimes you can hear the wind in the trees. Snowmobiles in the distance. Même le laps de temps d'une heure peut la modifier profondément. Et l'auditeur expérimenté peut déterminer la température
par le son de ses pas. Pendant les nuits froides, elle grince. Parfois, une croûte s'accumule et produit une qualité croustillante, ou même plusieurs croûtes, séparées par des couches de neige poudreuse, donnant des variations de dissonance à chaque pas. Nous prenons toujours les sons les plus ordinaires pour acquis, en supposant que les voitures sont universelles. Nous oublions qu'elles ont un son différent selon l'environnement. Sur une route de campagne, nous avons enregistré l'approche et le départ de voitures et de camions individuels, parfois pendant 3 minutes, sans autre son. Ou d'autres sur terre pourriez-vous faire cela? Excursion dans le parc. Isolation totale. Nous avons réalisé que la seule façon de donner une impression de paysage sonore ici était de produire des sons nous-mêmes. Quand Murray Schafer et moi avons fait Winter Diary, une des séquences s'appelait « Appel ».
Nous étions dans la forêt et écoutions la réverbération dans un espace hivernal, et dans ce cas, c'était une forêt. Et me voici, le 11 janvier 2022, dans le parc de la Gatineau. Je vais tenter une expérience similaire, en marchant en cercle, en m'éloignant du micro, et voir ce que ça donne. Et de temps en temps, et vous pouvez entendre la réverbération et le mouvement. Et c'est une façon de faire l'expérience d'un paysage sonore hivernal en interagissant avec lui. Donc, nous y voilà. Donc, nous avons installé le microphone dans la neige et nous nous sommes éloignés de lui, en appelant dans différentes directions. Hey! 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 Quelle distance y a-t-il de l'autre côté de la vallée? Hey! Hey! Quelle est la différence entre une forêt de feuillus nus et une forêt de conifères touffus? Hey! Hey! Votre voix vous le dira. Je suis sorti seul de la voiture après que Claude se soit endormi. Jamais je n'avais entendu le monde aussi silencieux. Est-il proche ou lointain, ce paysage noir? Le moindre de mes mouvements le fait paraître proche. Le craquement givré d'un arbre lointain le rend vaste. Ma respiration le rapproche à nouveau. Justin Winkler a fait remarquer que le paysage sonore
est essentiellement un terme statique. Mais ici, il semble dynamique, augmentant jusqu'à un volume infini, puis se rétrécissant à l'intérieur de moi, alors que mon estomac grogne. Je tourne la clé de contact et je suis à la fois surpris et soulagé. Ma fuite. Phénomène étrange ce matin au réveil. Dans mon rêve, j'avais chanté une chanson en solo lors d'une sorte de rassemblement. J'ai terminé et tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Je me suis réveillé en entendant le chauffage au propane s'allumer. Ainsi, la fin de ma chanson et le chauffage étaient synchronisés. Mais je souligne que j'avais chanté une chanson assez longue jusqu'à sa conclusion, avant les applaudissements du chauffage. Je me suis même souvenu de la chanson, et je me la suis rechantée en étant allongé dans mon lit. Avais-je anticipé la fin de la chanson? Et l'avais-je rythmé sur un son que je pouvais en quelque sorte entendre? Ou bien, l'événement s'est-il produit en une fraction de seconde, au moment où le chauffage s'est allumé? En apercevant des enfants en train de faire tomber des glaçons à Sainte-Rose-du-Lac, nous nous sommes précipités pour les enregistrer. Mais nous les avons fait fuir. Nous avons donc fait tomber les glaçons nous-mêmes, puis nous les avons poussés dans la rue. Chaque morceau avait une hauteur différente, et lorsqu'il se brisait en morceaux, la hauteur augmentait.
J'étais content d'avoir cette autre forme d'eau gelée à ajouter à notre répertoire. Le soleil se couchait. C'était totalement calme. Finalement, le murmure d'un avion à réaction est devenu audible. Il a traversé le ciel à distance. Son passage a duré 8 minutes sans qu'aucun autre son ne vienne l'interrompre. Un événement sonore parfait dans un environnement anesthésié. J'aimerais terminer Journal d'hiver revisité avec une citation d'un texte de Armory Schaeffer qu'il a écrit en 1977. Un livre qui s'appelle Music in the Cold. Voici une traduction que j'ai faite des dernières 11 phrases de ce texte. Les jeunes arbres commencent à germer à nouveau dans la terre humide. En dessous, on peut entendre les animaux creuser leur terrier. Bientôt, la grive reviendra. L'ancienne technologie des déchets a disparu. Que reste-t-il alors? Les anciennes vertus, l'harmonie, l'âme universelle, le travail. Je vivrai super sensibilisé, les antennes d'une nouvelle race. Je vais créer une nouvelle mythologie. Cela prendra du temps. Cela prendra du temps. Il y aura du temps. Je veux remercier de nombreuses personnes. L'essai de Murray est raconté par mon beau-père, le poète, militant politique et éducateur Robin Matthews. En passant, je vous invite à écouter un épisode sur son travail, épisode 88, Robin Matthews on Radical Listening and Political Poetry. Je tiens à remercier Robin pour son habile narration, le compositeur Christian Callon pour ses conseils techniques et son soutien moral, le directeur artistique Darren Copeland et la directrice générale Nadine Theriault-Copeland de New Adventures in Sound Art, NESA.
pour leurs encouragements et pour m'avoir accueilli en tant qu'artiste en résidence du 1er au 6 février 2022 dans leurs locaux à South River, en Ontario. Merci également à Eleanor James pour la permission d'utiliser l'essai de Murray, pour les photos de la ferme et pour notre conversation. Et enfin, merci à ma conjointe Sabrina Matthews pour ses commentaires, sa patience et son soutien. Journal d'hiver revisité a été présenté pour la première fois au Deep Wireless Festival of Radio and Transmission Art le samedi 5 février 2022 à 19h. The English version of this episode, Winter Diary Revisited, can be found in episode 99 of the Conscient Podcast.